avec JP Roy. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Bernier. Euh, Antoine est un lanceur de l'édition 2003 des Ailes du Québec. Puis il a surtout écrit un livre par rapport à tout ça. Et il s'est remis au baseball aussi pour affronter les jeunes de l'ABC dans quelques semaines. Fait que je pense qu'on va passer un bon petit moment avec Antoine pour très nostalgique aujourd'hui, j'ai l'impression. Yes, bonjour tout le monde. Antoine, dans le fond, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans environ, dans un contexte professionnel qu'on s'est rencontrés. Et j'avais aucune espèce d'idée de son passé de joueur de baseball quand je l'ai connu. Puis au fil des dernières années, on a commencé à s'en jaser un peu plus, évidemment. Puis il m'est arrivé, c'est l'année passée ou c'est il y a 2 ans, ton projet de livre, Antoine, que tu as voulu commencer Euh, avec ça? Ça a été commencé l'été dernier, donc en mai-juin 2022. Exact. Antoine a décidé de publier un livre entièrement à compte d'auteur. Vous pouvez le trouver là, sur Amazon. C'est lui qui l'a écrit. Il n'y a pas de maison d'édition derrière. Tout ça, c'est vraiment le fruit de son travail à lui seul et uniquement. Un pour tous et tous pour l'art d'Antoine Bernier. L'incroyable saison 2003 des Ailes du Québec. C'est en vente au prix de 20 si je me rappelle bien, sur Ouais. Amazon. Écoute, évidemment, je voulais qu'on parle de ton livre, mais avant tout, tu voulais aussi plugger un événement qui est quand même assez sympathique, qui est lié à ça, qui va avoir lieu dans quelques semaines. Je te laisse nous parler de tout ça. Oui, ben dans le fond, évidemment, à cause que j'ai écrit le livre, ça je vais en parler un peu plus tard, mais j'ai eu des témoignages de plusieurs de mes coéquipiers pour faire le meilleur livre possible. Et à cause de ça, évidemment, tout le monde me disait: Ah ben, tu as parlé à tel gars, hey, comment il va? Y a-tu des enfants? Il habite où? Etc. Et là, ça fait en sorte que plusieurs joueurs voulaient avoir des retrouvailles. Et une fois que j'avais fini mon projet de livre, là, j'ai commencé à regarder ça, un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire comme retrouvailles. Et il y a eu plusieurs idées sur la table. Et Nicolas Blot, un de nos joueurs, a eu l'idée de faire une espèce de game. Et bon, là, on se disait qui est willing pour ça, qui est encore en forme pour ça. Et également aussi, on se disait également, OK, mais contre qui qu'on joue? Mais je trouve que le timing est assez idéal pour dire, regarde, on va jouer contre l'équipe de 17 ans. Dans le fond, ça va faire un beau clin d'œil. Dans le fond, 20 ans plus tard, on affronte l'équipe qui est au sujet de mon livre, hein. Fait que ça a été l'idée de ça. Alors ça, c'est le samedi 8 juillet à 14 heures. Ça a changé d'heure. C'est pas 14 heures, c'est rendu 16 heures au stade Gary Carter de Montréal. Puis je prépare ça depuis plusieurs mois déjà. C'est pas comme si j'étais dans le rush sans arrêt, mais il y a toujours un petit quelque chose à penser, là. Ça a l'air de rien, mais on n'a pas d'uniforme, hein? Tu sais, les uniformes, même si on les avait, ils ne le feront plus. Plusieurs joueurs ont pris du poids depuis. On est rendu à Ouais, ça, 37 il y a ans. une couple d'années, hein? Non, non. Oui, oui, c'est ça. Je peux pas, Euh, là. Fait que là, j'ai fait appel à plusieurs, si on veut, magasins de ça. En fait, j'ai fait affaire avec Baseball 360, qui est dans la région de Québec et de Trois-Rivières. Et bon, là, c'est de recréer l'uniforme un peu, mais en même temps, de mettre de quoi qui a un rapport avec, qui peut être remis ensuite. Parce que, tu sais, si tu as une chemise que tu mets une fois, après ça, tu fous ça dans le garde-robe pour l'éternité, c'est pas un bon deal. Il y a ça, puis ensuite de ça, c'est, bon, il faut avoir des arbitres, puis ensuite de ça, il faut faire une promotion aussi. Alors, je veux dire, il faut faire une affiche promotionnelle. Alors, j'ai fait affaire à une graphiste. Alors, ces temps-ci, je suis là-dessus beaucoup. Mais au final, c'est peut-être maximum une demi-heure à une heure de plus par jour que ça m'implique. C'est pas tant que ça, mais il faut se planifier. Fait que c'est toi qui as tout organisé ça. Je pense que tu connais bien aussi Jean-Philippe de votre côté. Votre relation part de où, en fait, vous deux? Ben, c'est sûr que JP a commencé à Cardinal Euroy il y a plusieurs années. Je pense que j'étais dans les débuts de ça, je crois, parce que moi, j'ai commencé en 2001 en sport-études. Toi, JP, tu as commencé quand dans les sport-études? La première année, c'est effectivement 2000. Ah oui, ben c'est ça, c'est Ouais, dans les c'est débuts de ça. ça. Ouais. Puis, un petit détail intéressant, c'est qu'en rapport avec mon livre, je parle de la saison des Ailes du Québec, mais JP avait été coach invité au Ouais. championnat canadien. Il a été le Mhm. quatrième coach parce que Ouais. notre coach des frappeurs, Joël Landry, il était partout sur la glace ou sur le terrain parce qu'il n'y avait pas de coach junior pour le championnat junior qui était tout en même place, tout à Windsor. Ouais. Puis là, ça fait que Joe était occupé à coacher junior. Après ça, il changeait d'équipement pour mettre l'équipement des ailes. Fait que, il était un peu débordé et on avait proposé à JP, si je me rappelle bien, de faire l'homme à tout faire là, pour compléter notre coaching staff. Assurément, c'est ça. J'étais un jeune coach à ce moment-là. Je n'avais pas d'équipe à moi. C'est une année ou deux plus tard que j'ai commencé à coacher Midget 3. Donc, des entraîneurs disponibles, prêts à dépasser
une semaine, 10 jours de même, là, donc il n'avait pas tant que ça. Fait que mais ça a été une belle expérience. Tu vas en parler plus, mais méchante Mhm. équipe. Là, Oui. moi c'était dans mes premiers faits d'armes de coach, ça fait que ça allait vite un peu pour moi, mais c'était vraiment une équipe, grosse équipe pactée. Écoute, il y a quelques semaines, on recevait KD avec Prem, Oui. les deux coachs junior élite. Tu avais écouté le podcast, tu m'avais écrit. Ouais, KD, il dit que la meilleure édition des ailes, c'était 2004, mais il dit non, non, c'est 2003. Mais les deux éditions, selon moi, c'est dans les meilleures des ailes. Bon, les ailes, ça a duré de 99 à 2015 parce qu'évidemment, une édition des ailes, ça ne peut pas être la meilleure si ça n'a pas gagné le championnat canadien, qui était l'événement ultime. Puis 2003 et 2004 sont les deux dernières années. Mais honnêtement, 2004 et 2003 se ressemblent beaucoup. Personnellement, je dirais que 2003, on avait plus de profondeur au bâton. Puis au niveau du pitching, ça se ressemblait, mais eux autres, ce qui avait l'avantage en 2004, c'est qu'il y avait Alexandre Perriard et Philippe-Alexandre Valiquette qui étaient avec nous à 16 ans, mais à 17 ans, ils étaient vraiment solides. Là. Perriard, il devait lancer des 91-92 000 à l'heure à 17 ans. Avec nous, à 16 ans, il lançait juste 88. Et Valiquette, lui, il a performé encore plus. À 17 ans, il était dans les milieux de 90, 92 à 94, surtout en finale. Ils ont gagné en finale en 2004, 2-1. Il a lancé un master, je pense qu'il y a eu 10 strikeouts, puis un ou deux coups sûrs en 8 manches. Ils ont gagné en prolongation sur un walk-off. Ça, c'est assez gros. Mais... Puis ça, juste pour finir, rajouter là-dessus, effectivement, Perriard et Valiquette, qu'on a parlé un petit peu avec Kelly l'autre fois, étaient des lanceurs dominants en 2003 qui vous ont fait permettre de gagner l'or. Il y avait d'autres personnes, tu n'étais pas tout seul, mais imagine, un an plus tard, sur la même plateforme, qui était incroyable. Puis la preuve, les deux ont signé pro. Puis moi, j'étais monté 9-1 en tant que dépisteur des Brewers à ce moment-là, parce que Perriard, les dépisteurs étaient montés le voir cette fin de semaine-là, puis ils voulaient le signer. Puis ça s'est signé dans la nuit à 5 h du matin. Puis en tout cas, on te reçoit l'autre fois, là, mais juste pour dire, Yann, c'est rare d'avoir deux lanceurs dans le même calibre de même l'équipe du Québec. Pas juste ça, les deux gars ont été dans le 40-man roster. Donc, c'est dans la liste des 40. Là. Ça, c'est assez difficile d'avoir ça au Québec, encore moins d'avoir ça dans la même équipe. Là. Puis les deux, pour des raisons, on va dire, de blessure et de malchance, ils n'ont pas pu faire les pros. Valiquette s'est blessé au dos. Puis Perriard a eu des problèmes d'oreille avec l'équilibre et tout ça. Là. Puis il était tombé étourdi. Il y a eu plein de spécialistes qui ont regardé son cas. Mais si ce n'était pas de ça, Perriard aurait probablement pu être un 4e, 5e partant ou un long middle relief. Puis Valiquette aurait pu être un setup ou voire même un closer. Mais les deux, ça a été pour des raisons de blessure qui n'ont pas fait les majeurs. Aïe, aïe. Écoute, on va aller au centre du sujet, on va aller dans ton livre, justement. Je ne ferai pas ce que bien des gens font, là, ils vont faire semblant de l'avoir lu. C'est un livre que je me suis réservé pour cet été, fait que je ne l'ai pas lu. Il va y avoir plein de surprises de mon côté, évidemment. La structure du livre, à quoi ça ressemble, grosso modo, je suis dans la table des matières, là. Tu as au début l'introduction de l'histoire des ailes du Québec, évidemment, c'était quoi le programme. Ensuite, la deuxième partie, tu vas présenter chacun des entraîneurs. Donc, il y a des chapitres sur Skip, Aymon, Joël Landry, Jasmin Roy, qu'on a parlé la semaine passée, un peu quand même beaucoup avec les Blue Jays. Gassienne Desrochers. Ensuite de ça... Gassienne, c'était notre soigneuse. Exact. Là, tu parles du camp de sélection et tu as réellement fait un chapitre sur chacun des joueurs. Sincèrement, là, en termes... Je me mets juste dans la peau d'un de ces gars-là qui a vécu ces émotions-là à cette époque-là, de leur ramener ça 20 ans plus tard, de ton côté, avec un beau travail journalistique. J'ai lu un des chapitres là-dedans. Parce que justement, ça m'intéressait. Jimmy Wallet, qui est un gars que je connaissais, avec qui j'ai déjà joué. Je me disais, je vais aller lire ça vite fait, voir c'est quoi la structure qu'Antoine a mis à tout ça. Honnêtement, je me mets à la place de ces joueurs-là. C'est un beau cadeau que tu les as fait. Honnêtement, là, c'est assez fantastique. Là. Oui, bien, en fait, le chapitre d'avant, ça, j'avoue que c'est mon chapitre préféré. Ça, c'est le processus de sélection, comment ils ont choisi l'équipe. On a choisi tel gars pour telle raison, puis c'est vraiment complexe là, pour choisir les 18 meilleurs joueurs du Québec. Mais après ça, je me suis dit, si je parle d'un gars ou d'un autre lors du championnat canadien, des faits saillants, ça serait bon que les lecteurs puissent avoir une idée vraiment du joueur, d'où il vient, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses qualités, etc. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, évidemment, ce que j'ai aimé, c'est de renouer avec plusieurs coéquipiers que je n'avais pas parlé depuis des années. Là. Fait que des fois, on parlait comme oh,
20 à 30 minutes juste pour avec eux autres. Là. Et des fois, ça se rallongeait également. Là. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Au départ, j'avais une idée qui n'a pas été la meilleure, c'est-à-dire je leur envoyais un document Word avec remplissez les questions, etc. Bon, les joueurs ne le faisaient pas. L'idéal, ça a été plutôt de les appeler. Puis en même temps, c'était vraiment le meilleur de pouvoir leur parler de vive voix. Là. Alors ça, c'est vraiment un chapitre que j'ai beaucoup aimé et j'ai appris vraiment beaucoup de choses là, pour chaque joueur. Tu sais, notamment, par exemple, quand je parlais de Perriard avec son histoire d'équilibre, je l'avais entendu vaguement parler, là, son étourdissement qu'il avait eu dans le temps qu'il était avec les Brewers. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup plus de détails pour chaque joueur. Autre chose aussi, on a un frappeur ambidex avec nous, Nicolas Blot, il frappe droite et gauche. Puis j'ai jamais su comment il a commencé à frapper de la gauche parce qu'il est droitier naturel. Puis ça, c'est grâce au fait que j'y ai parlé, j'ai pu savoir c'est quand est-ce la première fois qu'il a frappé de la gauche, etc. Donc ça, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et j'ai vraiment apprécié ce chapitre-là. Puis Yann, là, ce que je veux, c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. Puis le feeling, comme tu dis, Yann, là, de revivre ça, c'est incroyable. Parce que médaille d'or, justement, canadien, ça t'arrive pas tous les jours. Là. La preuve, ça fait plusieurs années, mais tu as parlé de Richard Raymond Skip. Yann, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Skip, il est à sa retraite présentement, mais il a coaché pendant tout près de 30 ans à Baseball Québec. Les ailes, l'équipe du Québec d'été, coaché à l'RBC l'hiver. Un vieux monsieur, là, comme un classique coach de baseball. Là, Skip qu'on aime beaucoup. Puis évidemment, c'est toujours ça, comme tes professeurs, tes coachs, là, souvent, tu es amené à les apprécier davantage plus tard. Pas que Skip n'était pas apprécié, mais quand tu connais, moi, Skip, à Noël, on s'appelle encore parce qu'il m'a coaché à l'ABC, mais on s'appelle, c'était un bon Jack. Il bougonnait un petit peu, Antoine, quand même. Il bougonnait autant avec les autres coachs qu'avec les autres joueurs, mais ça faisait partie de sa personnalité, mais c'est une belle histoire, Skip. Le Skip, c'était comme, on pourrait dire, l'éthique de travail, c'était important. Tu sais, c'était comme, on dit, un peu old school, mais pas old school qui va nous faire courir pendant 8 km. Là. Mais tu sais, mettons, l'éthique de travail, s'appliquer, c'était important, puis il nous le faisait savoir si c'était pas le cas. Là. Alors, quand tu dis le petit côté grincheux, c'était ça, mais en même temps, derrière son petit côté grincheux, il y avait un grand cœur. Parce que moi, j'habitais à Granby. Et à l'époque, nos parties locales étaient au parc La Salle à la Chine. Et j'avais comme un petit appartement qui m'avait été légué par mes cousins qui demeuraient là pour l'université. Parce que durant l'année scolaire, moi, j'étais à Douai-Montpetit à Montréal parce qu'il n'y avait pas de sport-études dans mon coin. Maintenant, je pense qu'il y en a 654, je crois. Mais maintenant, à l'époque, il y en avait juste 3. Puis là, j'avais l'appartement de mes cousins à ce moment-là. Et lui, il avait gentiment accepté de me reconduire. Il me disait, hey, Skip qui me reconduit, un monsieur aussi légendaire qui accepte de me reconduire. C'est un homme simple aussi, dans le fond. Là. Exact. Écoute, si j'ai à te demander ton plus beau souvenir que tu retiens de cette année-là avec les ailes, tu vas me dire sûrement la médaille, fait que je vais t'envoyer au deuxième plus beau souvenir. C'est quoi qui t'a marqué le plus dans cette saison-là de ton côté? C'est sûr qu'évidemment, c'est la finale, il n'y a rien qui décrit ça. D'ailleurs, quand vous avez reçu les deux coachs de Québec et de Charlebourg, qui dit, même si ça faisait des années, c'était encore ça son niveau 1. Alors moi aussi, c'est mon numéro 1. Mais je dirais que, on va dire, il y aurait 2 A, puis il y aurait B et C finalement. Là. Donc, la sélection. Parce que moi, à cette époque-là, je n'étais pas un sure value. Là, c'est que je n'étais pas Valiquette, je n'étais pas Perriard, je ne lançais pas 88. Moi. J'étais entre 79 et 82, puis 83 si j'étais vraiment en joie le vert. Mais autrement, je ne lançais pas bien plus fort que ça parce que j'étais un grand mince, puis ils m'ont pris vraiment pour mon potentiel futur. Et bon, bref, la sélection, c'était vraiment quelque chose qui a été pour moi excessivement marquant. Là. Faire partie de l'équipe du Québec des ailes, c'est vraiment prestigieux. Quand on était au 3 à l'époque, à 15 et 16 ans, c'était notre rêve de jouer pour les ailes. Là, puis en Floride, quand on était en Floride, toutes les équipes, mais les ailes, les autres, ils pratiquaient tout seuls dans le stade, puis il y avait tout l'équipement qui les identifiait, tout le monde les adulait. Là. Alors, c'est pour moi, c'était gros. Puis d'ailleurs, le fonctionnement des coupures était particulier parce que la dernière semaine où il y avait les coupures, à l'époque, c'était si on ne t'appelle pas, tu fais partie de l'équipe, puis voici à telle heure que tu dois te présenter. Fait qu'on ne voulait pas avoir de téléphone. Puis moi, comme j'étais en appartement à Montréal à l'époque, j'étais à Granby les samedis et les dimanches. Et là, ma mère était à l'épicerie pour voir qu'est-ce que je voulais avoir pour ma semaine. Fait que là, elle appelle. Puis mon père, allô? Et là, finalement, c'est pas Joël Landry, c'est ma mère. Ouais, son épicerie, là, ça va être quoi? Puis après ça, là, j'y réponds. Puis après ça, tout de suite après, 10 minutes après, un autre téléphone. Puis allô? Ah, je pense qu'il n'y a plus ça. Là. Est-ce que tu veux finalement des poitrines de poulet? Là? Il n'y a plus de dinde. Maman, arrête d'appeler. Mon père était pas mal un peu au bout de sa chaîne. Là. Mais ça pour dire que ça a été un événement qui est très, très marquant.
Et au niveau personnel, je te dirais que on a un autre tournoi qu'on a gagné. Puis c'est moi qui ai lancé la finale. Ça, c'était ce qu'on appelait à l'époque le tournoi de mi-saison. Il était toujours situé dans l'ouest de Montréal. On jouait à la Chine, on jouait à Saint-Laurent et on l'avait gagné en finale. Et c'est moi qui avais lancé la finale. J'avais été une performance, on va dire, c'était pas ma meilleure, mais c'était suffisant pour qu'on puisse gagner. Je pense qu'on menait 4-2 après 4 manches. Puis on a gagné 15-2. Fait que finalement, c'était suffisant pour qu'on puisse l'emporter. Fait que ça a été un autre très beau souvenir. Puis je dirais que quand on y va avec les ailes, on s'affronte des équipes d'Ontario qui descendent au Québec. C'est des games qui ne veulent rien dire autre que nous développer. Mais là, c'était comme une compétition. Ça nous a, je trouve, bien préparé pour le championnat canadien, cette finale-là. Les ailes du Québec à l'époque, si je comprends bien, c'était quelque chose comme une centaine de games. C'était un programme qui était juste l'été. C'était juste l'été, c'était une centaine de games que vous jouiez. Il y a un chapitre complet qui est justement sur le circuit senior élite qui est en plein développement à ce moment-là, qui vous servait vraiment d'affronter des adultes qui avaient passé un peu par votre cheminement, mais qui étaient aussi dans leur prime, des fois un peu dépassé leur prime, mais des gars seniors qui jouent encore du gros baseball. Ça ressemblait à quoi des games des ailes du Québec contre le senior élite? Moi, je me rappelle d'avoir vu les ailes du Québec affronter le senior 2B dans le Bas-Saint-Laurent. C'est là que les premières fois j'ai vu les ailes jouer à l'époque. Les clubs dans le Bas-Saint-Laurent étaient peut-être un petit peu plus faibles que les ailes du Québec. C'était plus dur pour eux autres. Mais dans le senior élite, j'ai l'impression que c'était quand même des gros défis de votre côté. C'était-tu des matchs qui étaient assez difficiles ou que vous étiez très compétitifs? À l'époque, c'était l'année où il y a eu le plus d'équipes dans toute l'histoire de la Ligue senior parce qu'il y avait une fusion qui avait été faite avec la Ligue du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y en avait Kamouraska qui a joué là juste une seule saison et Rivière-du-Loup. Et il y avait l'Estrie également. Je pense qu'il y avait 15 équipes à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de disparités. Donc, il y avait les 3-4 équipes de bas de classement. C'était des volets. On leur donnait des volets. Là. Il y avait Beauport à l'époque qui n'était pas très bon. Saint-Charles-Borromée, ils n'ont pas gagné une game de la saison. Ils ont juste gagné une seule game en série. Et Granby n'était pas très bonne. Il y avait juste un très, très bon joueur pour Granby. Le reste, c'était plutôt ordinaire, ces équipes-là. Dans le milieu de classement, on gagnait presque tout le temps. Je te dirais des games environ des 6-2, des 7-5, des choses de ce genre. Mais il y avait dans le top du classement, il y avait des équipes top-notch. Rivière-du-Loup, c'était une équipe d'étoiles. Il y avait les deux frères Lépine qui jouaient là. Il y avait Guy Roy, je ne sais pas si tu te rappelles de JP, le Guy Roy. Il y avait aussi le grand, comment ça s'appelle, Tazio. Qui jouait pour eux. C'était un club étoile, ouais. Exact. Puis ça, on a gagné, on a perdu 2 fois, mais dans des grosses games, genre des 4-3, puis des 3-1, des choses de ce genre. Ensuite de ça, on a affronté Coaticook, qui avait une équipe de frappeurs à ce moment-là. Là. Puis, une petite anecdote à Coaticook, mon frère connaissait de réputation leur gros frappeur qui s'appelait Vincent Guay, repêché par les Expos. Puis là, moi, je ne le connais pas du tout. Là. Puis je suis le bas cette partie-là. C'est Valiquette qui lance. Il doit lancer 86, 87 de la gauche, peut-être même 88. Puis là, je disais à mes coéquipiers, moi, il paraît que c'est un bon frappeur. Le pitch d'après, il t'envoie un laser dans le champ gauche en liner. Puis c'est le parc Lassalle à la Chine qui a une clôture haute comme le monstre vert, mais elle continue de monter. Là. C'est un liner. Là. Il a sûrement tué un passant quelque part dans la rue de bord. Ben, ça, c'était vraiment une équipe où il y a le bâton. Fait que ça, c'était un grand défi pour nos lanceurs. Fait que ça, ces équipes-là, il y avait Sainte-Foy, c'était une équipe de lanceurs. Il y avait les deux frères Tremblay, il y avait Christian Chénard, puis il y avait même Michel Laplante qui est venu faire quelques parties. Il frappait principalement, mais il paraît qu'il est venu lancer de la balle papillon, là, puis personne ne touchait. Il n'y avait plus de bras à ce moment-là, mais tu sais, Yann, pour renchérir un peu cette question, c'est encore ça présentement, parce que je ferai le lien, c'est quoi les ailes, pourquoi l'ABC, là, mais ce que je veux dire, c'est que quand les équipes seniors affrontent les ailes du Québec ou l'ABC l'été, c'est la grosse game que tu ne veux pas manquer. Les petits jeunes, on va leur montrer, puis ça a l'air qu'ils ont une couple de gars qui lancent 87, 88, on va y frapper nous autres. Hein. Fait que tu connais Yann, tu joues encore senior, donc ça amenait des défis. Là. Tu parlais de Rivière-du-Loup. Là. Je pense que là, les ailes avaient perdu 2 matchs, mais peut-être un 3-2, 2-1, les deux as de chaque bord, Perriard, Valiquette, puis je ne me rappelle plus c'était qui les as. Donc, c'était intéressant. Donc, pour Baseball Québec, ça leur permettait du gros calibre local. Oui, il y avait des tournois un peu partout à gauche, là, comme présentement en Ontario, aux États-Unis, mais tu as besoin. Puis actuellement, les équipes de l'ABC, parce que pour faire une histoire, là, les ailes du Québec ont le nom, ça part des ailes de la mode. André Lachance, le directeur technique à l'époque, est allé chercher un commanditaire des ailes de la mode. Il a quitté le commanditaire par la suite, mais ça a toujours resté des ailes. Puis Baseball Québec a pris la décision, parce qu'il y avait l'ABC l'hiver, les ailes l'été, de toujours appeler ça l'ABC pour mélanger moins de monde un petit peu. Donc, c'est pour ça. Fait que tu as l'ABC 16U, 17U, etc. présentement. Donc, c'est la version 2023 des ailes 2003. Vous étiez quoi, 15-16 joueurs, je pense, Antoine, au total?
18. 18. Écoute, des saisons de 100 matchs à 18 joueurs, là, à peu, là, c'est un gros contrat. C'est un En gros fait, contrat. oui, tout à fait. En fait, on a 8 lanceurs là-dedans et on a ce qu'on pourrait appeler dans le jargon des passeux de mop. Donc, ça, c'est des gars qui sont capables de lancer et de frapper, mais qui ne sont pas nécessairement des joueurs qui ont été sélectionnés pour lancer. Il y avait à l'époque nos deux passeux de mop, c'était nos deux gars de Québec. C'était Patrice Godbout-Wallet et Jimmy Wallet, qui eux lançaient quand il manquait un peu de staff, si on veut, parce qu'on avait un stretch de game incroyable. Les fins de semaine, c'était toujours 2 games samedi, 2 games dimanche, puis des fois 2 ou des fois même 3 games la semaine. Fait que là, c'était la grosse difficulté, c'était les lanceurs. Parce que les frappeurs, on en avait quand même en masse. On avait beaucoup de profondeur, si on veut, au bâton, mais c'était vraiment le défi était les lanceurs. Fait que là, c'est 10 à peu près lanceurs qu'on avait là, pour être capable de pallier à ça, parce que sinon, on ne serait jamais arrivé avec ça. C'était 80 à 100 games tous les étés. Parle-nous donc des deux gars de Québec, justement, là, Jimmy Wallet et Patrice Godbout-Wallet. Au fait, Jimmy Wallet, il faut savoir qu'il y a un gars du Bas-Saint-Laurent, il y a déménagé en secondaire 4 ou 5 à Québec pour le baseball, mais ça reste un gars du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'Yann, je l'aurais dit pour pas que tu m'en tiennes rigueur, mais à ce moment-là, il était considéré comme deux gars de Québec. Oui, exact. Ce qui est drôle, c'est que ma mère, elle garde tout de tout, que ce soit du linge ou même des trucs de baseball. Puis là, à un moment donné, j'avais retrouvé une fiche ce qu'on appelle le défi triple jeu. Je ne sais pas si ça existe encore, cette Oui, oui, chose-là. ça existe Ouais, ouais. encore. Puis moi, j'avais gagné dans ma région, l'Estrie, et il y avait 10 gars qui étaient partout au Québec. Et sur les 10 gars, 4 ont fait les ailes du Québec. Moi, on avait aussi David Gagnon, un gars de Trois-Rivières, qui lui a gagné. Et les deux gars de Québec étaient là. Patrice Godbout représentait Québec et Jimmy représentait le Bas-Saint-Laurent. C'était écrit sur son chandail, c'était écrit Saint-Antonin. Moi, je trouvais ça bien drôle. Ha, 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 Saint-Antonin. Mais finalement, il a été meilleur que moi. Puis, si on parle des rôles des deux gars, Jimmy, lui, c'était le gars qui était versatile parce qu'il pouvait jouer dans le champ et jouer au premier but, qui étaient des positions qu'on manquait de profondeur parce que notre profondeur était dans l'infield. C'était hallucinant tout ce qu'on avait dans l'infield à l'époque, dans le middle surtout. On avait Emmanuel Garcia, qui a joué 3 pour les Mets. On avait Isael Gonzalez, qui a été drafté pour les Pirates, qui a joué un peu dans les Pirates 3 ans et aussi les Capitals. On avait Carl Moniz, qui lui a été NCA Division 1. On avait aussi Oswey Pelé, qui était jeune. Finalement, ils ont décidé de ne pas le prendre, pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce qu'ils se disaient on va le faire jouer 3 toute la saison. Et, bref, tout ça pour dire que premier but, on manquait un peu de profondeur. Fait que Jimmy est allé jouer au premier but et jouer dans le champ gauche à l'occasion. Notre champ centre, c'était locked avec le petit Sébastien Richer, qui est 5 et 6, mais qui joue comme un gars de 6 pieds 4. Et on avait dans la droite Nicolas Blot. Fait que lui, si on veut, Jimmy était le gars versatile. Il jouait dans la gauche, il jouait premier but, puis il pouvait aussi lancer. Il ne lançait pas excessivement fort, mais il était sur le spot et donc ça nous permettait de pouvoir compléter des manches. Puis Patrice Godbout, lui, à 16 ans, il a été pris vraiment pour son côté de capable de jouer au 3. Au 3, on avait Frédéric Gaudreau qui avait 17 ans, qui lui était fin prêt pour ce calibre-là, mais on manquait de deuxième gars au troisième but. Fait que Pat, il jouait là. Puis Pat, quand il est arrivé au camp en Floride, là, il défonçait les clôtures. C'était notre meilleur frappeur. Il a frappé des doubles et des circuits sans arrêt. Puis il pouvait lancer également. Et c'est là qu'il y a eu, si je me rappelle bien, tu me corrigeras si je me trompe, JP, c'est là qu'il y a eu son surnom de Boucan, qui a été donné par Skip. Par Skip, c'est ça. Ouais, pourquoi Boucan? Parce qu'il est un petit peu lunatique. Des fois, il était un petit peu lunatique, là, comme des fois, ça lui prenait du temps avant de comprendre le first and third, ces affaires-là. Mais talent brut, là, c'était un gars qui avait beaucoup de skills, il frappait, il avait du pop, il avait un bon bras. Mais bon, plus Patrice, tard. c'est ça, il avait fait à 16 ans dans une équipe de 17 et moins, donc il l'a fait l'année d'après avec Kelly Fortier. Puis il avait été invité, Pat, à 1 ou 2 camps d'entraînement avec l'équipe nationale. Fait que c'était quand même. Effectivement, c'est quand même. Lui, ça faisait longtemps, depuis quelques années, qu'il était vu pour faire ces équipes-là. Jimmy, ça avait été comme un peu. Vu qu'il venait du Bas-Saint-Laurent, il était un petit peu moins connu. Il a appris à se faire connaître. Il avait un bon physique. Puis je me rappellerai toujours Richard Skip faisait le camp d'entraînement avec les sports-études pour évaluer les joueurs, justement, et préparer. Puis on avait fait il était venu un matin là, pour mieux voir justement Jimmy Wallet puis Patrice Godbout-Wallet. Fait qu'on avait fait un BP privé pour lui. Yann, c'est là que j'ai sorti mes balles jaunes, anti-pluie. Ça a de la puissance en tabarouette, mais ça, il ne faut pas le dire à Skip. Puis, bref, mais peu importe, Jimmy avait frappé en tabarouette. Pat, sa place était pas mal faite, mais Jimmy, il fallait qu'il y avait un bon camp de Floride. Puis suite à ce BP-là, il dit c'est le gars de puissance qui me manque. Puis
Ça va être intéressant à ce moment-là. Junior Elite, Jimmy Ouellet, c'était un power hitter. Là, tu vois, il y avait beaucoup de buts sur balle. Un petit peu trop de strikeout, mais il y avait beaucoup de circuits et beaucoup de buts sur balle. Tu vois, sa moyenne de puissance était dans les plus élevés. Puis il y a une saison qui a eu le plus grand nombre de circuits de la Ligue à 12, je crois. Là. Fait que c'était vraiment un excellent power hitter, ça, Jimmy Ouellet. D'ailleurs, les balles jaunes, Yann, attends un peu, il faut que je finisse avec une dernière niaiserie, mais ces fameuses balles jaunes-là, on les a ressorties plusieurs années plus tard, pas les mêmes, évidemment, mais on s'en sert. Puis j'ai envoyé une photo à Jimmy cet hiver les fameuses balles jaunes. Moi, Jimmy sont de retour. Fait que là, il dit on espérait que quelqu'un fasse l'équipe à cause de ça. Ça, c'est cool. Écoute, vous avez tous joué ensemble. C'était 17 ans et moins, veux pas. On a eu une saison de drive, ainsi de suite. Il y en a quelques-uns qui ont continué un parcours pro, évidemment. La plupart, vous vous recroisez dans le junior élite par après. Je pense que c'est ton cas. Toi, tu as joué pour Granby, si je ne me trompe pas. Granby n'existait pas à cette époque-là. Non. Ils ont déménagé en 2010. C'était Sherbrooke qui était ma région de l'Estrie à l'époque. Oui, c'était avec Sherbrooke que tu as Les joué. Athlétiques de Sherbrooke. Good. Puis, comment c'était par après, parce que vous avez vécu un rêve ensemble, mais après ça, vous devenez tous un peu des adversaires, effectivement. chacun et l'autre. Est-ce que vous remémorez ça à chaque fois que vous vous rencontrez? Le niveau de compétition devient-il plus élevé entre vous autres ou au contraire, on est bodés? Les deux un peu, c'est-à-dire que évidemment, avant la game, on se serre la main, puis on se donne des high-fives, puis on se rappelle le bon vieux temps, mais une fois que la game est commencée, là, ça c'est une autre histoire, là. Et là, on est compétitif pas mal, là. Mais on s'est quand même rencontrés à plusieurs reprises parce qu'il y a eu des championnats canadiens. Hein. À 19 ans, que j'avais à 2005, c'était le championnat, en fait, c'était plutôt les Jeux du Canada, à Regina en 2005, fait que quasiment le 3/4 de cette équipe-là était là-bas, en plus des excellents joueurs de l'année suivante, comme Katie, par exemple, il était venu se greffer avec nous, Pelé, par exemple. Et aussi, le championnat canadien junior aussi, il y en a plusieurs qui se sont suivis. Donc, oui, on était adversaires la plupart du temps dans le junior élite, mais plusieurs joueurs se revoyaient ensemble pour jouer ensemble dans les championnats canadiens, puis c'était comme dans le bon vieux temps. Good. D'un côté, si on y va un peu plus personnel, le baseball, ça s'est résumé à quoi dans ta vie? Évidemment, tu as joué sur cette équipe-là, tu as joué junior élite par après. Est-ce que tu as continué à jouer après sur le senior ou la retraite est arrivée plus rapidement? J'ai joué senior à partir de 2009. C'était pour Granby à l'époque. Granby qui ont déménagé à Saint-Jean. J'ai joué 5 ans là-bas. Et là, ça commençait à être un peu difficile pour moi. La dernière saison, en 2013, quand vous voyez les statistiques de moi là-dessus, vous pensez qu'il y a peut-être eu une erreur de frappe. Là. Il n'y a pas eu une moyenne de 12 là, quand même, mais oui. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner parce que j'étais occupé dans mon travail. Moi, je suis ostéopathe et je donnais des cours aux des étudiants. Je préparais des cours. Je passais mes journées à préparer ça. Je n'avais pas le temps vraiment pour m'entraîner. Puis le senior, ça frappe vraiment solidement. Là. Fait que si tu n'es pas prêt, là, tu vas te faire détruire. Fait que l'année 2014, j'avais pris une année sabbatique. Il est arrivé un malheur pour moi. Là. J'ai eu une infection à la rétine en 2014 et j'ai perdu presque totalement l'usage de mon œil gauche. Et là, je me suis dit, bon, là, le temps de la retraite est arrivé. Donc, j'ai juste joué 2009 à 2013. Ça peut paraître un peu paradoxal de dire, ouais, je vais rejouer dans une partie de retrouvailles, mais avec le temps, on s'habitue un peu avec ça. Là. Puis j'ai aussi des lunettes de protection. Je vais avoir l'air de Zach Gallen qui joue pour Arizona, mais au moins, je suis safe pour éviter d'avoir un comebacker dans le front. Là. Mais bref, c'est surtout à cause de mauvaise saison, en plus de un problème d'œil qui m'a fait en sorte que j'ai arrêté en 2013, il y a 10 ans. Ce que tu montres aussi, c'est comment, pour jouer du baseball de haut niveau, comment l'entraînement nécessaire est important. Comment il faut vraiment jouer tous les jours pour être capable de performer. Parce que la minute que la vie normale nous embarque dessus un peu, qu'on n'a pas la possibilité de prendre autant de frappes pour les frappeurs, de prendre autant de bullpen pour les lanceurs, c'est là un peu on sent qu'on joue en dessous de notre capacité probablement, puis on perd peut-être un peu d'intérêt pour le sport. Sauf que là, tu arrêtes en 2014, non, on est en 2023, quasiment 10 ans de break, et tu as commencé à lancer au mois de février pour ce match-là. Tu t'entraînes depuis février seulement pour un match exhibition dans l'été. Oui, théoriquement. Théoriquement, parce que c'est sûr qu'à force d'avoir lancé, ça m'a redonné la piqûre un peu. Là. Alors dernièrement, j'ai lancé dans une partie senior d'une ligue un peu plus en bas du Ligue Senior Elite, donc la Ligue Senior des Forts, le Senior 2B. Senior 2B, oui. Pour me remettre en forme, exact. Bon, ça a été une catastrophe, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. mais c'est pas vraiment... En fait, si vous voulez un peu savoir ce qui s'est passé, c'est que toi, JP, tu as coaché avec les Diamants. Est-ce que tu as déjà joué au stade de Granby? Oh oui. Tu as entendu parler des les estrades là, qui sont couleur blanche, là, tout le monde la perd dans le champ. Là. Oui. Moi,
Moi, les voltigeurs, à chaque fois qu'il y avait un ballon, c'était comme où, et où? C'est les anciens sièges, Yann, du Stade Jarry. Ils sont un peu comme les sièges du Stade Canac ici, mais les métals, sauf que là, les autres de la Ville de Québec les peinturent à chaque 2 ans. Les autres n'ont jamais été repeinturés depuis ce temps-là. Ah ouais. J'ai fait un aparté pour dire que dans le fond, à force de faire des bullpen, puis j'ai repris la piqûre. Et tu sais, bon, moi, je me suis entraîné quand même assez régulièrement dans ma vie après le baseball. Donc, je faisais du gym 3 fois par semaine, puis du jogging aussi. Tu sais, j'ai pas été en entraînement autant intense qu'avant, mais je veux dire, je me mettais en forme. Ça fait que c'était pas un retour au jeu qui a été si ardu que ça. J'avais pas 40 livres à perdre, etc. Fait que rapidement, je trouve que j'ai pris du galon côté force, vitesse, endurance. Fait que là, j'ai comme pogné la piqûre. Alors, ça, c'est oui, je m'entraîne depuis février, mais il y a des possibilités que je continue un peu après, là. C'est bien, ça. Dans le Seigneur ensuite, là. Ah, c'est bien. Puis, c'est quoi le plan de. C'est-tu une manche de 5, 6, 7 lanceurs, tout le monde lance une manche? Ou 2, 3? Ou... Ben, on a, je crois, 4 ou 5 lanceurs qui vont être disponibles. Fait que là, ça va dépendre comment on va. Par exemple, Alexandre Perriard, lui, il a des enfants un petit peu plus vieux. Il y a un garçon qui joue Pee-Wee 2A au baseball, puis qui va d'ailleurs commencer son sport-études avec 3L. Je crois que c'est à Saint-Jérôme qui va faire ça. Fait que lui, il aimerait bien s'entraîner pour cette partie-là, mais il fait des long toss de temps en temps, ça fait que c'est un peu plus difficile de faire des bullpen. Fait que bref, il ne sait pas s'il va lancer plus que 2 manches, ça risque d'être 1. Fait que ça dépend de chacun, là. Fait que je crois qu'on est 5 qui peuvent lancer. Fait que moi, comme je lance depuis février, probablement que je serais capable d'en faire 2, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Fait que ça risque d'être 2, 2, 1, 1, 1. Là. Et on a aussi triché un petit peu parce que j'ai engagé Pelé parce que 2 de nos catchers ont des petites blessures qui les empêchent de catcher. Fait qu'on aurait eu juste un qui s'appelle Marc-Olivier Mimo. Patrick Daou, qui est un ancien des Capitales, lui, il a eu plusieurs commotions cérébrales dans sa carrière, alors c'est pas une bonne idée de catcher. Puis on a aussi Jean-Luc Blacquière, qui n'était pas catché à l'époque, mais qui est devenu catcheur. En fait, il était signé, il n'avait jamais catché de sa vie pour les Mets. Puis lui, il a eu un problème de cheville. Fait que là, on lui manquait un catcher. Fait que je ne trouvais pas que c'était une bonne idée de faire catcher Mimo après des dizaines d'années pour cette manche. Pelé, qui lui, de toute façon, il a été coupé d'un dernier, puis il aurait été le gars qui aurait été rappelé s'il y avait eu des blessés. C'est ça. Tu as besoin des gens encore dans le club école. C'est parfait, ça. Mais l'avantage avec Pelé, c'est que là, présentement, au moment où on se parle, c'est sûr que ça va peut-être passer plus tard, mais il est en Argentine actuellement avec l'équipe du Canada senior pour les Jeux panaméricains. Fait que lui, il m'avait dit... En fait, j'ai envoyé un message à Pelé pour dire ça y intéresserait-tu, puis il me dit laisse-moi voir, puis à peu près 32 secondes plus tard, il dit oui, je suis game, go, on y va. Et il me dit je peux lancer aussi, je peux catcher, je peux faire ce que tu veux. Fait que Sweet pourrait peut-être me lancer aussi pour une dépanner. Oui, il devrait lancer pas loin de son 88-9, je suis pas mal assez convaincu. Est-ce que tout le monde est là ou il y a quelqu'un qui. Il y a quelques joueurs qui ne peuvent pas. Là. Il y a David Gagnon, il est en voyage, puis il y en a un autre qui était très difficile à rejoindre, mais on est 15 sur 18. Rajouté à ça Pelé, fait qu'on va être 16. OK, intéressant. C'est cool. Surtout le moment. Puis c'est le fun aussi, je trouve, pour les jeunes joueurs de l'ABC, de voir qu'il y a des retrouvailles, la fierté de faire partie de ce programme-là, puis de sentir qu'il y a une vie après le baseball, puis que toutes vous autres, votre génération, vous avez tout un travail, puis des familles, donc voir un peu la suite des choses, c'est intéressant de voir. Puis vous autres, c'est intéressant de se revoir en eux autres, les jeunes, pas de larmes. Mais surtout, 20 ans pile. C'est 20 ans pile cette année. Là. Puis ça me fait capoter aussi parce que j'ai fait comme, OK, ben là, ces jeunes-là, ils n'étaient pas nés quand on a joué en 2003. Fait que là, ça me vieillit un petit peu. C'est vrai, hein? Ces jeunes-là, c'est l'ABC U17. Là, c'est sûr que pour des raisons techniques, il y a des gars qui sont pas loin de 18 ans. Ça, c'est l'ABC U17 États-Unis qu'on appelle avec les calibres. Fait que des gars qui sont nés en 2005, mais principalement, c'est des gars nés en 2006, tandis que nous, on a fait ça en 2003. Fait que ça nous vieillit un petit peu. Oh, pas grave ça. Je suis sûr que vous allez sortir. L'expérience va l'emporter, je suis sûr. Ça dépend aussi, tu sais, dans leur sortie. C'est quoi leur horaire cette semaine-là aussi, les joueurs de l'ABC, là. S'ils reviennent d'un tournoi, mais je suis convaincu qu'ils ne voudront pas se faire avoir par des intérêts comme vous. Je suis convaincu qu'ils vont mettre des bons joueurs. C'est une bonne édition en plus cette année, l'ABC 17. À date, ils frappent assez solidement dans le senior là, actuellement. Ils sont très, très bons.
Puis la BC, justement, est-ce qu'ils ont toujours ce fameux tournoi-là à la fin qui peut être la cerise sur le Sunday comme vous avez vécu ou c'est quelque chose qui a disparu au fil du temps? Non, c'est encore là, le Canada Cup, là, c'est encore là. Mais des certaines années, maintenant, c'est plus le Canada Cup, mais quand c'est aux 4 ans, c'était aux Jeux du Canada. Donc là, je ne sais plus les derniers Jeux du Canada, ils dataient de quand, mais ça remplaçait le Canada Cup. Mais l'événement où c'est les meilleurs 17 ans et moins, ça a toujours été resté là. Ça a commencé les années 80, je pense. Oui, c'est ça. Ça existe encore, effectivement. Il y a un 15U, il y a un 17U, il y a un 18U, il y a un 21U, puis il y a un senior. La seule affaire, c'est que à l'époque d'Antoine, cette génération-là, c'était vraiment les meilleurs au Canada. Maintenant, là, tu as des gars qui sont partis dans les collèges américains. C'est pas tout le monde qui se présente. Il y a d'autres qui font d'autres tournois. Donc, c'est plus les meilleurs au Canada qui sont là. Donc, mais bon, ça reste un championnat canadien quand même. Yes, fait que je vous représente le livre une dernière fois. Ça va conclure un peu notre épisode. C'est Un pour tous et tous pour l'art. C'est pas juste un livre que tu as écrit pour les gars de la gang. C'est pas juste un souvenir. C'est réellement quelque chose qui se lit très bien puis qui est pour monsieur, madame, tout le monde qui veut découvrir un peu les fonctionnements d'une équipe de haut niveau, autrement dit. Comment est-ce que tu es content des résultats à date? Est-ce que tu en as vendu quand même pas mal? Est-ce que la réponse est bonne de la part des lecteurs? Ouais, pour l'instant, la dernière fois que j'ai regardé, je n'avais vendu en français 66, puis j'ai une version anglophone aussi que j'ai faite. J'ai vendu 10, je crois. Donc, c'est 75 à peu près que j'ai vendu dans les deux langues, à peu près. Ah, excellent. Mais écoutez, Bon. les amateurs de baseball, je vous encourage à vous le procurer. Je pense qu'il y a un bon petit moment à passer avec ce livre-là. Moi, personnellement, ça va être dans mes vacances cet été au chalet. S'il n'y a pas trop de baseball dans ma semaine, je vais prendre le temps de le lire. Bonne chance, Yann. Pas trop de baseball. Tu coaches 2 équipes, tu joues. OK, en tout cas, mais tu peux le lire pareil, mais oublie. En tout cas, j'espère que ta blonde n'écoute pas, Yann. Bonne chance avec tes vacances. Yes, merci d'avoir été avec nous, Antoine. C'est super intéressant. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Bye bye.